Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur. Ici Thibaut, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode qui va concerner les decks commandeurs de Renaissance Zendikar qui vont sortir ce vendredi. Vendredi 25, voilà 25 septembre. Mais avant toute chose, on va passer à la phase de pub. Eh bien, je tiens à vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram, que vous avez notre adresse mail également pour nous contacter si vous le souhaitez. Et voilà, du coup, n'hésitez pas à aller nous suivre là-bas pour savoir tout ce qui se passe autour de la tour. Notamment, par exemple, nos live Twitch également disponibles, voilà, qu'on fait régulièrement. Mais vous pouvez aussi nous soutenir en vous abonnant ici et aussi en likant la vidéo ou en laissant un petit commentaire. Voilà, et pourquoi pas partager la vidéo si jamais vous connaissez des amis qui seraient intéressés par ces decks-ci. Voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil au reste de notre contenu, bien sûr. Et sinon, si vous voulez vraiment nous soutenir financièrement, puisqu'on a quand même pas mal de projets en cours actuellement au niveau de la tour, eh bien vous pouvez aller sur Utip et Tipeee, voilà, il y a des contreparties qui sont disponibles pour vous, que ce soit sur le Discord ou directement de manière substantielle, on va dire. Et je tiens à remercier du coup nos tipeurs actuels qui sont extrêmement généreux et nombreux. Merci à eux beaucoup pour leur soutien. Alors aujourd'hui on va parler des decks commandeurs de Renaissance Zendikar parce que oui, il y a deux decks qui sont sortis avec l'extension, ou plutôt qui vont sortir avec l'extension Renaissance Zendikar. Alors, on avait eu 5 decks avec Ikoria qui étaient des gros decks classiques, voilà, le prix était le même que d'habitude. On avait eu des rééditions, des nouvelles cartes, des cartes qui étaient tirées de l'édition qui était éditée à côté, voilà, Ikoria directement. Donc c'est assez intéressant, on avait un bon mélange avec les mécaniques de cette édition standard, et qui proposait également des rééditions intéressantes. Ici, avec les decks de Renaissance Zendikar, on est sur quelque chose d'un peu plus petit. Comment ça, plus petit ? Déjà plus petit au niveau du prix, puisque le prix a été coupé de moitié, voilà, au niveau de... Donc voilà, on arrive à une vingtaine d'euros à peu près pour l'achat de ces decks-là, ce qui est extrêmement peu, il faut le dire, pour un deck commandeur. Et il faut savoir que ceci remplace en fait ce qu'on avait eu, les decks Brawl l'année dernière, qui étaient intéressants pour les joueurs de commandeur, finalement, et pas tellement pour les joueurs de Brawl. Et il remplace également les decks Planeswalker de cette extension. Donc voilà, du coup, nouveau type de deck, c'est un petit deck commandeur qui contiennent très peu de nouvelles cartes, on en a 3 dans chacun des deux decks, et ensuite pas mal de rééditions de cartes qui sont sympathiques, sans être non plus extrêmement pétées, même si, je dois quand même avouer, il y a quelques très bonnes rééditions dedans, donc ce sont des decks assez intéressants, il faut l'avouer. Donc on a deux decks, on a celui qui s'appelle Colère de Zendikar, qui est en fait un Naya, un blanc-rouge-vert autour du touche-terre, mais pas que. Et ensuite, derrière, on a le deck Attaque Furtive bleu-noir, qui est là, en fait, comme un deck gredin tribal. Et ça va être assez intéressant à débattre un petit peu ces deux decks, qu'est-ce qu'ils contiennent. Avant toute chose, je tiens à vous dire que je ne vais pas analyser les decks dans leur intégralité comme je le fais d'habitude. C'est-à-dire que je ne vais pas décortiquer toutes les cartes, parce que les cartes qui sont très moyennes et voilà, qui fonctionnent tout juste dans le deck mais qui sont pas non plus extrêmement intéressantes. Je vais surtout me centraliser sur les cartes qui fonctionnent bien en fait et qui apportent une certaine synergie dans le deck. Donc probablement les cartes que vous voudrez garder selon comment est-ce que vous souhaitez tourner le deck évidemment aussi. Donc voilà, on va commencer avec le deck Colère de Zendikar et notamment les 3 cartes exclusives. Déjà le commandant, Obun, ancêtre de Muldaya, donc une créature légendaire elfe et esprit 3-3 qui coûte 4 dont un rouge, un vert et un blanc. Et au début du combat pendant votre tour, ciblé jusqu'à un terrain que vous contrôlez, il devient une créature XX élémentale avec le piétinement et la célérité jusqu'à la fin du tour, X étant la force d'Obun. C'est toujours un terrain. Et ensuite il a le touche-terre, à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Alors Obun, je vais vous faire un résumé assez rapide, je le trouve assez moyen. Pourquoi ? Parce que Obun en fait va transformer un terrain en fait en lui-même. Il va juste lui donner le piétinement en célérité, voilà, comme ça on est sûr qu'il peut attaquer tout de suite, et que éventuellement si la force de Obun est suffisante, ça bourre pas mal. Mais ce qui m'embête le plus en fait, c'est que du coup ça dépend beaucoup de Obun, et que ça veut dire que notre touche-terre, ce qu'on va avoir envie de faire le plus souvent, c'est de mettre un marqueur +1/+1 sur Obun lui-même, ce qui fait que ça ressemble beaucoup trop même à du Voltron. Ça me dérange beaucoup parce que sur du touche-terre, généralement on est sur de la value qui est faite sur plusieurs cartes et non pas sur une seule. Donc voilà. Après, il y a d'autres moyens éventuellement de faire gagner les marqueurs à toutes les créatures en même temps, mais ça on y reviendra dans les améliorations que je vais vous proposer, puisque je vais vous proposer quelques améliorations quand même, mine de rien. Voilà, mais du coup, Obun, pour moi, le problème c'est que j'ai envie qu'il devienne en fait gros pour pouvoir booster un terrain ensuite derrière, mais c'est un petit peu, voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Donc, ou alors on peut le builder uniquement marqueur +1/+1 en disant voilà, je m'occupe que de la capacité touche-terre, l'autre je la fais une fois de temps en temps de manière sympathique, mais c'est tout. Donc bon, je pense que c'est assez intéressant,
mais que ça demande voilà, de se décider un petit peu. Je pense que le garder comme ça en disant je fais du touche-terre, et en plus je booste mon Obun, et en plus du coup derrière j'ai mes terrains qui sont gros, enfin le terrain que je vais choisir, hein, parce que voilà, c'est toujours un terrain à la fois, c'est un petit peu trop mono-cible, et en fait, comme on est en commandeur, voilà, avoir une seule créature qui est grosse, ou même deux du coup avec notre terrain, c'est un petit peu léger quoi. Le garde des trésors et la furie de Géode sont nos deux cartes exclusives à côté de Obun. On a le garde des trésors qui est un chat et bête 3-4 qui coûte 4 dont 2 blancs. Il a la vigilance, le touche-terre, à chaque fois qu'un terrain arrive sur champ de bataille sous votre contrôle, exilez une carte de permanent avec un converti mana inférieur ou égal à 3, ciblé depuis votre cimetière. Et quand il meurt, mettez sur le champ de bataille chaque carte de permanent qu'il a exilé sous le contrôle du propriétaire de cette carte. Alors je vous avoue que cette carte-là est extrêmement intéressante en fait dans le jeu touche-terre. Alors pourquoi vous allez me dire? Parce qu'en fait c'est n'importe quel permanent qui coûte 3 ou moins. Et du coup, vous pouvez aller chercher des terrains, et notamment les fetch. Ce qui est assez intéressant, mine de rien, puisque si vous utilisez par exemple les fetch voilà, pour touche-terre derrière du coup la capacité de garder trésor, donc voilà, imaginons vous avez 3 fetch sur le champ de bataille, garder trésor et sur le champ de bataille, bam, vous utilisez 3 fetch. Du coup, à chaque fois, avec les terrains qui vont arriver sur le champ de bataille, vous pouvez très bien en fait récupérer les fetch, du coup, les exiler, et ensuite tuer garde des trésors d'une manière ou d'une autre pour remettre ces effets sur le champ de bataille et redéclencher des effets de touche-terre. Donc du coup, vous pouvez très bien avoir déclenché au moins 6 effets de touche-terre sur un tour, ce qui est plutôt extrêmement puissant, et avec certaines cartes dont on va parler un petit peu après, ça fonctionne très bien en fait. L'autre avantage du garde des trésors, alors c'est que en dehors du touche-terre en lui-même, vous pouvez simplement faire de la réanimation avec des decks qui jouent les petites créatures, que ce soit en mono blanc, blanc noir, aristocrate, oui j'en parle encore, voilà, ou même blanc vert jeton, hein, si jamais vous souhaitez, si jamais vous avez des petites créatures qui font des jetons à côté, ça peut être intéressant, ou alors les effets d'arrivée en jeu tout simplement, mais c'est restreint à 3 ou moins, alors voilà, bon après vous pouvez ramener des enchantements, des artefacts, ça peut être intéressant. Il y a quelque chose à faire, mais je pense que l'intérêt principal, c'est en effet que les fetch, tous les terrains qui permettent d'aller chercher d'autres, c'est eux qu'on va les ranimer la plupart du temps, voilà. La furie de Géode, c'est également un élémental qui coûte 6 dont 2 rouges, c'est une 4-3 avec l'initiative, et à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, incitez chaque créature que le joueur ciblé contrôle. Alors je vous avoue que elle est extrêmement forte celle-là en fait, elle est extrêmement forte cette furie de Géode, parce que inciter toutes les créatures d'un adversaire, en fait c'est juste ok, tu m'attaqueras pas quoi. Et du coup ça laisse le temps aussi à notre plan de jeu de se construire. Alors bon, certes c'est quand même une créature qui coûte 6, il faut le dire, c'est cher, voilà, hein. Mais vraiment le fait de dévier littéralement toute l'attention et toute l'agressivité d'un adversaire, ou même de plusieurs, si vous arrivez à faire plusieurs touches terre sur un tour, eh bien ça peut être stupide, voilà. Parce que avoir 2 terrains qui arrivent sur le champ de bataille à chaque tour, c'est faisable logiquement. Mais derrière, c'est vrai que déjà réussir à enlever tout le potentiel agressif de 2 adversaires, éventuellement les obliger à se bourrer mutuellement, c'est assez marrant, je trouve que c'est pas mal du tout. Alors on peut continuer avec les commandants qui ont été réédités dans ce deck. Alors commandants qui ne sont pas valables en tant que commandants alternatifs, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas les mettre à la place d'Obun puisque il n'y a pas de commandant Naya dedans, ils sont rouge-vert ou vert pour la plupart. On a Omnat Locus de Rage, Mina Eden et Multani bien sûr le deuxième, celui de Dominaria. Alors on va faire un petit résumé, je ne vais pas vous relire les cartes une par une, mais alors désolé le fait qu'elles soient en anglais, voilà, c'est les seules versions qui sont actuellement disponibles. Donc Omnat Locus de Rage c'est un très bon commandant touche-terre déjà de base, puisqu'il nous fait des magnifiques élémentaux, et surtout qui punit la mort d'élémentaux. Alors, sachant qu'il y a une petite synergie assez sympathique, c'est le fait que notre commandant, Obun, lui, fait en sorte que les terrains deviennent des élémentaux. Donc si jamais dans le processus on perd un terrain, voilà, ou même ne serait-ce que voilà, on a un terrain qui est animé via Obun, et que derrière, on le sacrifie parce que c'est un fetch, voilà, on le sacrifie, et du coup Omnat dit ok, je mets 3 blessures à n'importe quelle cible, ça peut être intéressant également. Donc voilà, il y a quelque chose qui est assez sympathique là-dedans, mais c'est vrai que ça reste quand même très intéressant d'avoir des défenses supplémentaires avec des petites 5-5 qui pop, des grosses 5-5 qui pop au fur et à mesure grâce à Omnat. D'autant plus qu'il faut avouer que le touche-terre, généralement, est assez synergique avec les élémentaux, c'est-à-dire que on retrouve beaucoup d'élémentaux qui ont le touche-terre, ou alors de cartes élémentaux qui fonctionnent bien avec les terrains. Voilà. Donc Omnat me paraît toujours aussi intéressant, même s'il est quand même assez cher en mana. C'est normal, ses capacités sont très impressionnantes. Mina Eden, justement, on parlait de déclencher plusieurs fois le touche-terre par tour. Eh bien, Mina Eden permet de le faire, mais surtout, parce que du coup, on a cet effet à la exploration qui permet de remettre un land supplémentaire
durant chacun de vos tours, mais aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est le fait que Mina Eden permet de renvoyer un land dans la main de son propriétaire pour donner le piétinement à une créature ciblée. Alors bon, il y a du mana à payer en plus, mais c'est très peu, c'est un rouge, un vert. Alors ce que j'aime bien, c'est que du coup, comme je parlais un petit peu de Voltron avec Obun, que je disais voilà que notre Obun, le but ça va être de faire en sorte qu'il soit très gros, et que du coup on ait quelques créatures qui dominent le board parce qu'elles ont une énorme force, et bien Mina Eden permet de donner le piétinement à Obun. Et en plus derrière, du coup, avec le fait de renvoyer le terrain dans la main de son propriétaire, bah du coup, si jamais vous n'avez pas assez de terrain en main, bah vous pouvez simplement, bam, donner le piétinement à Obun, renvoyer un terrain, et ensuite rejouer ce terrain. Voilà, et du coup, vous permettre de redéclencher les touches terre qui sont sur le champ de bataille, et ça, c'est intéressant. Et c'est quelque chose qui est assez bien fait dans le deck. Multanis, c'est un peu la même chose en fait. Bon, du coup, on se retrouve via une créature qui va nous permettre de renvoyer des terrains du champ de bataille dans notre main, et du coup, éventuellement, de pouvoir les rejouer derrière pour redéclencher à nouveau des touches terre, parce que, évidemment, on ne peut pas avoir tout le temps des terrains en main, mais du coup, le fait de pouvoir recycler les terrains qui sont sur le champ de bataille, de les renvoyer en main pour pouvoir les réutiliser derrière, c'est efficace. D'autant plus que, voilà, on l'utilise pour quelque chose d'assez intéressant, c'est le fait que Multanis, s'il a mis au cimetière, on peut le ranimer, en gros. Donc c'est intéressant, et ça fonctionne bien avec ce deck, encore une fois. On va parler des cartes qui ont le touche terre. Alors, on va pas parler de toutes les cartes, bien sûr, mais on va parler de quelques-unes qui sont très intéressantes. C'est les Balottes déchaînées, le Spore Mound, ou le Tertrospore, comme on l'appelle, et la Bergère d'Emeria. Alors, en Rampaging Baloth, le Balotte déchaîné, c'est un grand classique, il faut l'avouer. Les decks touche terre en général, ou les decks mono vert qui rampent beaucoup, aime beaucoup le Balotte déchaîné, voilà. C'est pas une très grosse carte, mais c'est une carte qui est toujours assez impressionnante du fait que on a déjà un gros body, une 6-6 piétinement pour 6, et derrière qui nous permet de faire des 4-4 à chaque touche terre. C'est très efficace, ça fonctionne très bien de manière générale. Donc voilà, c'est un classique qui est ready dans ce deck et qui est tout à fait à sa place. Pareil, le Tertrospore, alors ça c'est assez impressionnant parce qu'en fait c'est une carte qui n'avait jamais été rééditée depuis son édition originale, je crois que c'était dans M14 il me semble. Donc voilà, le Tertrospore qui nous permet en fait lui de faire des Fungus. Alors voilà, c'est sûr qu'entre les 4-4 bêtes et les Fungus, voilà, il n'y a pas grand chose. Mais au moins, voilà, c'est encore une création de jetons avec les touches terre, ce qui peut être très intéressant pour permettre éventuellement de se défendre aussi. Parce que voilà, on est beaucoup, encore une fois, beaucoup Voltron, mais voilà, le Tertrospore nous permet de nous défendre mine de rien. Et la Bergère d'Emeria, alors, je suis un petit peu dubitatif sur celle-ci vis-à-vis du fait qu'on est en tricolore. Parce que la Bergère d'Emeria fait partie en fait de ces cartes qui ont un touche terre qui est légèrement différent selon le type de terrain qui arrive sur le champ de bataille. C'est-à-dire que n'importe quel terrain qui va arriver sur le champ de bataille va déclencher sa capacité, permettre de renvoyer un permanent non-terrain, bon déjà non-terrain c'est un petit peu moins bien, de votre cimetière dans votre main, mais si c'est une plaine, vous renvoyez directement ce permanent non-terrain sur le champ de bataille. Ce qui est extrêmement bien, c'est de la réanimation qui était extrêmement forte, hein, j'ai de très bons souvenirs avec cette carte-là, mais il faut avouer que, eh bien, le fait est qu'on est en blanc, rouge, vert, on est en tricolore, donc du coup les plaines, sachant qu'en plus c'est un peu la troisième couleur du pack, qui est vraiment la dernière roue du carrosse, eh bien, il faut avouer que c'est pas forcément la couleur qu'on va retrouver le plus. Donc du coup, le nombre de plaines qu'on va trouver et qu'on va jouer, il est un petit peu léger. Surtout que ça m'embête, on peut pas renvoyer de permanent non terrain, mais en même temps, il y a une logique, c'est-à-dire que si on avait pu renvoyer une permanent non terrain, ça aurait été, voilà, je joue un terrain, boum, je renvoie un autre terrain qui va renvoyer un autre terrain sur le champ de bataille, je renvoie toutes mes plaines, et du coup, en fait, j'ai ranimé tout mon cimetière. Donc voilà, ça aurait été un petit peu stupide. Mais c'est vrai que du coup, ça ne fonctionne pas très bien avec la synergie qu'on va avoir. Donc bon, il y a une petite inquiétude là-dessus, mais ça reste quand même un excellent ajout de touche terre. Mais pas le seul, bien sûr. Donc on a l'incarnation de la perspicacité et la retraite vers le Kazandu. Alors l'incarnation de la perspicacité fait partie de ces cartes qui jouaient beaucoup avec les landes créatures, les terrains créatures. Et ça c'est intéressant parce que du coup ça fait partie de ce qu'on va avoir avec Obun. Premier avantage de cette carte, le fait qu'elle donne la vigilance à ces créatures terrain. Ce qui est très intéressant parce que voilà du coup, c'est-à-dire que le terrain on peut ensuite l'utiliser comme simple terrain après avoir attaqué. Et en plus, simplement qu'avec le touche terre, il permet de transformer le terrain ciblé en fait en 3-3 élémental jusqu'à la fin du tour. C'est quand même intéressant parce que du coup on se retrouve avec quelque chose qui ressemble beaucoup à la capacité d'Obun, voilà, où lui il fait au début du combat, et là nous on le fait à chaque touche terre. Ce qui fait que ça peut être extrêmement puissant de base, et du coup cumuler et avoir beaucoup plus de terrain qui s'anime au fur et à mesure de notre partie. Donc intéressant et efficace. La retraite vers le Kazandu, alors c'est à cause de l'une des synergies de Obun qu'elle est ici en fait dans ce deck, c'est la synergie marqueur +1/+1, parce qu'on en a, on va en parler un petit peu après.
Et du coup ici on a moyen avec le touche-terre de rajouter des marqueurs supplémentaires. Donc du coup littéralement de faire un deuxième effet d'Obun. Voilà. C'est-à-dire voilà, c'est hop, boum, je vais mettre deux marqueurs +1/+1 parce que mon commandant me permet d'en mettre un, et en plus la retraite vers le Khazad-dûm me permet d'en mettre un aussi. Sinon il y a la temporisation avec le gain de points de vie. Donc voilà, c'est assez intéressant et ça fait que c'est un peu plus efficace. Pour ramper un petit peu, alors du coup j'ai choisi déjà 2 créatures qui sont assez intéressantes dans le deck et qui fonctionnent bien avec la logique de remonter les terrains pour les réutiliser ensuite, puisqu'on ne peut pas toujours avoir les terrains en main. On a le Racinovore de Murasa et la Tornade Vivante dans ce genre-là, et ensuite on parlera du Spring Bloom Druide, donc le druide du printemps. Eh bien, le Racinovore de Murasa et la Tornade Vivante du coup nous permettent à chaque fois de renvoyer les terrains que vous contrôlez dans la main de leur propriétaire. Alors c'est assez intéressant, d'autant plus que le Racinovore a cette deuxième capacité dont on avait déjà parlé dans l'analyse de Renaissance Zendikar, c'est le fait de pouvoir s'engager pour poser un terrain en plus. Donc voilà, si vous n'avez pas moyen de jouer plus de terrain, et bien voilà, vous n'avez pas les cartes qui permettent de le faire, et bien vous pouvez utiliser le Racinovore pour en poser un de plus, qui est toujours très intéressant. Donc voilà, il y a cette double utilité en fait de dire, voilà, si je veux accélérer le touche-terre, je peux mettre des terrains en plus, et si je veux renvoyer en main pour pouvoir activer à nouveau le touche-terre, parce que j'ai plus de terrain en main, et bien du coup il a la possibilité de le faire. Le druide du printemps en fait fait partie de ces cartes qui vont nous permettre de ramper. Alors ramper certes en sacrifiant un terrain, mais en fait qui nous permet d'aller chercher 2 terrains en même temps et les mettre sur le champ de bataille, ce qui est peu cher en fait pour 3 mana. Et c'est un effet qu'on retrouve assez régulièrement dans ce deck. On en a d'autres qui sont disponibles bien sûr. On a Air-Sage qui est également présent et la résurgence du Roulis sorti dans Renaissance Zendikar. Donc très intéressant pour ces deux-là. Et du coup je vous ai mis la version créature parce que c'est toujours sympathique. Surtout qu'on a moyen de le ranimer lui aussi avec notre petit chat, le nouveau chat du deck. Donc ça peut être très intéressant et très synergique. Donc écoutez, ça fonctionne bien ce genre d'effet. Mais en sorte de rampe un peu plus classique, on va dire, alors déjà un peu moins classique, c'est l'expédition du cœur de Khalni, mais on a également la portée du Kodama et la route sinueuse. Alors, l'expédition du cœur de Khalni, je l'aime beaucoup en fait, parce que ça permet de déclencher énormément d'effets de touche-terre en un coup, mais surtout en fait, elle-même a le touche-terre, donc du coup, vous allez pouvoir, rien qu'avec un sort de rampe à côté, déclencher son touche-terre très rapidement, accumuler très vite les 3 marqueurs quêtes qui sont nécessaires, et du coup derrière pouvoir remettre encore 2 terrains de base, ce qui est très bien et ce qui fonctionne très bien en fait dans ce deck. Donc on peut accumuler très vite beaucoup d'effets de touche-terre sur un tour, notamment avec ce cœur d'expédition l'expédition du cœur de Khalni, pardon. Et évidemment portée du Kodama, voilà, tous les effets qui sont similaires sont toujours intéressants, et la route sinueuse, donc voilà, en plus cher mais qui permet de mettre 2 terrains en même temps, c'est encore une fois des effets qui sont très efficaces, et ici avec les portes en plus qui sont inclus. Donc très bien pour ce deck touche-terre. On continue avec la logique marqueur +1/+1. Alors ça c'est un truc que j'ai pas trop compris dans le deck, parce que du coup on est un peu le cul entre deux chaises, mais en gros on a du coup le capitaine de la garde d'Ivoire, le fauconnier Abzan, et l'appel inspirateur. Eh bien je vous avoue que ces cartes là, alors elles sont très bien, je veux dire voilà, d'un côté on donne le piétinement à toutes les créatures qui ont des marqueurs +1/+1, on donne le vol à toutes les créatures qui ont des marqueurs +1/+1, et derrière on permet de donner l'indestructible à toutes les créatures qui ont des marqueurs +1/+1, et en plus de piocher autant de cartes que de créatures qui en ont. Mais le problème en fait c'est que le truc c'est que Obun nous permet de cibler à chaque fois une seule et unique créature. Ce qui fait que je trouve ça un petit peu moyen en fait, et la plupart du temps la créature en question ça va être lui. Donc du coup là on a l'impression de partir un peu plus sur, encore une fois, du Voltron, parce que c'est généralement lui qui va prendre les marqueurs, sachant que les terrains qui vont être animés, en fait ils gagnent juste une force et une endurance, ils gagnent pas des marqueurs sur eux-mêmes, donc du coup c'est un petit peu oui, bon d'accord peut-être, donc c'est un petit peu moyen peut-être, mais ça peut fonctionner. En fait, je pense que cette partie-là, si vous voulez mettre un peu plus de marqueurs +1/+1 et continuer à gérer le touche-terre, j'ai quelques cartes à vous proposer après qui vont probablement booster ce deck-là et le rendre un peu plus intéressant, enfin cette partie du deck. Parce que là, du coup, c'est un petit peu léger et c'est un peu dommage en fait, parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se tente, mais en même temps, c'est trop léger pour être réellement efficace. Et on a 2 grosses cartes de value dont j'aimerais vous parler, c'est le Titan Solaire et Abondance. Alors Titan Solaire, évidemment, comme ici on parle de terrains qui peuvent se sacrifier pour aller chercher d'autres terrains, voilà les fameux fetch, et qu'il y en a dans le deck, voilà, je vais pas vous les détailler, il y en a alors c'est pas les vrais fetch, c'est les fetch du pauvre, mais je vous avoue qu'il y en a déjà suffisamment pour que le deck tourne bien. Alors si vous voulez les améliorer, vous le faites comme vous voulez, mais du coup, le Titan Solaire permet lui de récupérer ses cartes de permanent qui coûtent 3 ou moins, comme le chaton, voilà, sauf que lui, c'est au moment où il attaque et au moment où il arrive sur le champ de bataille.
Donc c'est intéressant parce que du coup on a cette double synergie qui peut fonctionner avec ce chaton et avec ce titan solaire qui permettent tous les deux de récupérer des terrains ou des cartes qui peuvent être intéressantes en fait, enfin tous les permanents qui peuvent nous permettre de ramper plus, voilà, ça peut être très intéressant. L'abondance c'est évidemment une pure carte de value, puisque, alors là je vous avoue que je suis très content qu'elle soit rééditée parce que c'est une très bonne carte. On se retrouve face à une carte qui permet d'avoir une draw sélective, et c'est pas tous les jours que ça arrive en commandeur. Donc du coup, ben, on en profite. Alors quelques améliorations que j'ai à vous proposer pour le deck de Colère de Zendikar. Eh bien, on va commencer avec la logique marqueur +1/+1. J'avoue que ça m'a laissé un petit peu sur le cul, et j'aimerais améliorer ça. Il y a deux cartes évidemment que je vais vous proposer, ce sont le refuge Felidar et le prêtre de bataille Abzan. Alors le refuge Felidar, pourquoi? Parce que lui il met des marqueurs sur chaque créature en touche terre, et qui donne la vigilance en plus. Ce qui fait que par exemple notre commandant Obun pourrait très bien être en plus un bloqueur ensuite. Alors le bonus c'est que comme du coup on a ces fameux ces fameux Lord Abzan avec les marqueurs +1/+1, eh bien eux permettent de donner des capacités, des mots-clés en fait en plus, et bien là au moins ils les donneront à toutes les créatures en même temps, parce que au moins toutes les créatures qui étaient sur le champ de bataille au moment du touche-terre auront leur marqueur. C'est intéressant et ça fonctionne bien. Alors d'autant plus que derrière vous pouvez simplement faire des chatons si vous avez besoin de bloqueurs, etc. Enfin, le refuge Felidar est une très bonne carte, j'ai pas besoin d'argumenter plus, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo de Renaissance de Zendikar. Eh bien, voilà, on va en rester là pour lui. Mais j'aime beaucoup le prêtre de bataille Abzan, parce qu'en fait, si jamais vous voulez y aller full bourrin, il faut y aller à fond, voilà, bam, on fait Voltron, notre commandant il est super vénère, et bien il aura au moins les liens de vie pour temporiser en fait les points de vie que vous pourriez perdre derrière sur un coup, voilà, un retour de bâton de la part des adversaires. Donc c'est assez efficace, ça marche bien. Alors il y a d'autres créatures qui fonctionnent bien avec les marqueurs +1/+1, je vous invite à les regarder, on en a pas mal qui donnent le piétinement par exemple, mais ça je vous laisse rechercher par vous-même bien sûr. Ensuite on a simplement tout ce que j'appelle la partie rampe. On a simplement l'effet croissance luxuriante et exploration également. Alors croissance luxuriante c'est pas le seul effet comme ça, on a par exemple Cultivate, la culture, qui a été réédité récemment en plus. On a tous ces effets là en fait qui peuvent fonctionner, végétation explosive, tout ça. Enfin, je vous laisse chercher, mais croissance luxuriante c'est quand même un truc qui fonctionne bien, parce qu'en plus c'est un drop 2, c'est-à-dire que du coup vous allez pouvoir lancer au tour 2 croissance luxuriante, et déjà au tour 4 éventuellement jouer au tour 3, jouer votre commandant, donc un tour plus tôt, ce qui est un petit peu ce que vous avez envie quoi, donc c'est assez efficace. L'exploration, voilà, ça c'est plus le fait de pouvoir mettre beaucoup de terrain, enfin de mettre plus de terrain de votre main. Je suis toujours un petit peu, un petit peu dubitatif par rapport à ces effets-là, je les aime beaucoup en début de partie, mais il faut avouer qu'il y a une contrainte qui est assez énorme, contrairement au sort de rampe, c'est le fait que vous devez avoir le terrain en main, c'est-à-dire qu'à un moment vous ne pouvez pas faire en sorte de dire j'ai qu'un seul terrain en main, je vais jouer exploration, et du coup je vais juste jouer mon terrain quoi. Et malheureusement derrière vous tombez à sec, donc exploration c'est une carte à manier avec beaucoup de précautions, et dans un deck qui contient également pas mal de terrain mine de rien. Ensuite je me suis orienté un petit peu vers les créatures terrain à vous proposer, et alors ça tombe bien parce qu'il y en a une qui sort du standard actuellement, et l'autre qui fait écho à une autre carte qu'on a déjà vue dans le deck. Donc on a Nissa, celle qui fait trembler le monde, et l'incarnation de la fureur. Alors Nissa, celle qui fait trembler le monde, alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que Nissa, parce que déjà on va avoir une majorité de vert dans le deck, on va pas se le cacher, donc du coup les forêts qui produisent plus de mana, c'est toujours bien. Derrière le fait est que on peut s'amuser à transformer du coup un terrain et dire voilà on met 3 marqueurs +1/+1 sur lui, c'est une 0-0, et derrière que Obone dise d'accord ce terrain en plus maintenant il est ma force et mon endurance, mais il a toujours ses marqueurs et il gagne en plus la célérité et le pétinement. Très efficace du coup, parce que du coup en plus Nissa donne la vigilance et la célérité à ce terrain là, donc du coup il serait vigilance, pétinement, célérité avec la force de Obone, et en plus derrière les 3 marqueurs de Nissa. Donc très efficace, je pense que là on est sur une bonne synergie qui peut fonctionner. J'aime pas beaucoup Nissa, mais dans ce cas là avec une logique créature terrain, ça peut très bien fonctionner. L'incarnation de la fureur, alors du coup je parlais tout à l'heure de l'incarnation de la perspicacité qui donnait la vigilance à vos créatures terrain, et ici celui-ci donne le piétinement. Alors, vous allez me dire mais attends 2 secondes, pourquoi donner piétinement? Parce que Obun permet déjà de le faire. Oui, Obun donne le piétinement à une de vos créatures. L'incarnation de la fureur va donner le piétinement à toutes vos créatures terrain, et comme l'incarnation de la perspicacité, elle va nous permettre de, tout simplement, chaque fois qu'il y a un touche terre, de faire en sorte que cette créature que ce terrain devienne une 3-3. Donc très efficace encore une fois. Donc là on se retrouve avec une logique où
le but c'est pas que Obun soit le seul à animer les terrains, mais avec nos 2 incarnations, en fait, faire en sorte que on ait, à chaque fois qu'il y a un touche-terre, plusieurs terrains qui s'animent en même temps. Éventuellement, bon, c'est un moyen de les protéger, c'est encore mieux, hein, les rendre indestructibles via un effet X ou Y, bien sûr. C'est vrai que c'est très efficace et ça rend en fait nos terrains, littéralement des moyens d'agresser les adversaires de manière très rapide. Et qui plus est, si on utilise correctement les fetch, eh bien on peut en plus derrière bloquer avec ces terrains-là, puisque un fetch utilisé pendant un tour adverse, au moins c'est hop, voilà, tu viens d'attaquer, boum, je craque mon fetch, il y a une partie de mes terrains qui deviennent des créatures terrain et qui peuvent me défendre. Donc très efficace. En tout cas, si je dois faire un petit résumé de ce deck Colère de Zendikar, c'est un deck qui a beaucoup de bonnes idées de base, qui doit encore les concrétiser, donc du coup avec quelques améliorations comme je vous ai proposé, et on va chercher encore un petit peu plus loin, là je vous ai fait des améliorations de base, hein, très faciles, mais qui vont dans une certaine direction, c'est-à-dire augmenter le fait que les marqueurs soient répartis sur toutes les créatures en même temps, augmenter également l'efficacité des marqueurs, permettre de ramper encore plus, parce que là pour le moment c'est encore un petit peu léger dans le deck, et faire en sorte de mettre en avant nos créatures terrain et de les protéger, eh bien je vous avoue que déjà le deck sera beaucoup plus agréable. Mais on va passer à Attaque Furtive, donc le deck bleu-noir Gredin et Meule, il faut avouer, et qui est dirigé par Anowon, le voleur des ruines. Donc Anowon qui était mono-noir avant, maintenant il est passé bleu-noir, voilà, il a gagné en grade. Eh bien, il coûte 4 dont un bleu et un noir, c'est une 2-4 vampire et gredin, qui dit que les autres gredins que vous contrôlez gagnent +1/+1. Et à chaque fois qu'au moins un gredin que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur meule une carte pour chaque une blessure qui lui est infligée. Si ce joueur meule au moins une carte de créature de cette manière, vous piochez une carte. Alors là, je vais détailler un petit peu la capacité, parce que ça peut être un petit peu confusant pour certains. En gros, s'il y a au moins un gredin parmi les créatures qui vont infliger des blessures à l'un de vos... Enfin, parmi les créatures qui infligent des blessures à un joueur, et bien du coup la capacité de Anowon va se déclencher. Même si les autres ne sont pas des gredins, en fait on va prendre en compte toutes les blessures qui ont été infligées en même temps du coup à ce joueur. Donc voilà, si vous le faites à chaque joueur, du coup, si je dis je mets un gredin sur chaque joueur, plus derrière je mets, je sais pas, des 10-10, je des gredins 2-2 partout, clac, et du coup je mets une 10-10 sur chacun, du coup vous allez vous meuler de 12. Voilà. C'est intéressant parce que du coup on a une logique de meule qui est sur l'agressivité, ce qui est très rare en fait dans Magic. Là dans cette extension Renaissance Zendikar on en a eu beaucoup plus, et du coup évidemment si vous voulez améliorer le deck, en dehors des cartes qui sont déjà présentes bien sûr, je pense que vous pourrez déjà aller vous tourner vers cette extension là qui est très bien en fait, mais on parlera également de ça dans la partie amélioration. Mais ici, Anowon est très efficace, on va pas se mentir, l'avantage c'est qu'il donne déjà un boost conséquent, il a un body lui-même assez intéressant, voilà, une bonne de 4/4 en Dimir, c'est pas inintéressant du tout. Derrière, le fait que la meule est conséquente en fonction du nombre de blessures subies, avec au moins un gredin dedans, donc ça permet en fait d'avoir tout simplement des créatures qui seraient peut-être un peu plus grandes, qui seraient pas forcément gredin, mais qui donnent une efficacité au deck gredin en lui-même, et à la meule, pourquoi pas. Et derrière surtout, cette compensation qui fait que à chaque fois que, s'il y a au moins une créature dans le lot qui a été meulée, et vous piochez une carte. Donc du coup, si vous avez attaqué les 3 joueurs en même temps, que vous avez meulé à chaque fois une créature, vous pouvez piocher 3 cartes, c'est très efficace, ça permet de renflouer la main, puisqu'il faut quand même avouer que les gredins coûtent généralement assez peu cher en mana. Et du coup, le fait de renflouer la main, ça paraît plutôt pas mal. Parlons maintenant des cartes exclusives à côté d'Anowon, c'est le voleur du logogriffe et la dague de Murmacier. Alors le voleur du logogriffe, c'est un gros sphinx et gredin, 5/5 pour 7 dont 2 bleus, mais qui a un coût d'incursion. Alors le coût d'incursion, en fait, c'est un coût alternatif qui peut être payé si, en fait, un joueur a subi, si vous avez infligé des blessures de combat à un joueur, en fait, ce tour-ci avec... Alors, ici, il nous dit avec un sphinx ou un gredin, en fait, c'est avec une créature qui partage un type, qui est donc, voilà. Du coup, si jamais il y a un sphinx qui a infligé des blessures, vous pouvez lancer le voleur du logogriffe comme ça, ou un gredin, voilà, qui est plus logique, bien sûr. Il a le vol, et ensuite, derrière, quand il arrive sur le champ de bataille, vous, pour chaque adversaire, renvoyez jusqu'à un permanent non-terrain ciblé que ce joueur contrôle dans la main de son propriétaire. Ce qui est pour moi extrêmement puissant, je trouve. Parce que du coup, on est sur un bounce qui va permettre de bouncer une carte chez chaque adversaire, un permanent non-terrain en plus. Donc du coup, voilà, c'est pas uniquement des créatures, ça peut être des enchantements, des artefacts, tout ce qui peut être un peu chiant à gérer en fait. Et du coup, le voleur du logogriffe vous permet de temporiser tout ça. C'est très efficace, je trouve. Surtout que honnêtement, avoir une 5/5 vol pour 4 en incursion,
c'est assez efficace, ça fonctionne bien, et je pense que généralement c'est un bon gredin, et surtout c'est quand même un truc très bourrin, hein. Il faut quand même rappeler qu'avec Anowon il sera 6-6, et du coup qui permettra, quand il aura infligé des blessures à un adversaire, de le meuler de 6 cartes. C'est plutôt pas mal, hein, voilà. À lui tout seul, c'est assez efficace. La dague de Murmacier, c'est un équipement pour 3 dont 1 noir, et qui donne plus 2, plus 0 à la créature équipée, mais chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez lancer un sort de créature depuis le cimetière de ce joueur ce tour-ci, en dépensant n'importe quel mana pour le lancer. Et il a un coût d'équipement de 3. Alors, je vous avoue que j'ai eu des retours un petit peu divers concernant cette carte. Moi, je suis totalement hypé. Parce qu'en fait, alors on m'a dit oui, mais voilà, ça coûte cher et tout, c'est 3 puis 3 équipés, c'est pas un équipement qui s'équipe automatiquement. Bon, oui, on peut pas tout avoir non plus, hein, messieurs, dames, voilà, faut peut-être pas trop exagérer. Mais la dague de Murmacier, elle est intéressante, pourquoi? Parce qu'en fait, elle donne un boost plus 2, plus 0 qui synergise bien avec Anowon. Parce que ça veut dire que si vous avez un gredin qui est équipé avec ça, déjà de base, il a plus 3, plus 1. Ce qui est quand même très efficace, puisque du coup, derrière, la capacité d'Anowon va meuler plus de cartes et du coup permettre éventuellement de piocher plus. Mais surtout que quand même la logique, c'est que plus vous meulez grâce à Anowon et avec le boost de la dague de Murmacier, plus vous avez la possibilité derrière de ranimer une créature depuis le cimetière de ce joueur, et parce que vous avez mis plus de cartes aussi au cimetière. Donc très intéressant, et j'ai hâte de voir en fait comment ça peut tourner dans ce deck là. Parlons des commandants alternatifs présents dans le deck. Alors on en a quelques-uns qui sont évidemment bleu-noir, voilà, on a quand même réussi à en trouver, hein. Et ensuite on a quelques-uns qui sont monocolores. Donc les 3 bleu-noirs, on a Una, Queen of the Fae, la reine des féeries, Lazav, donc du coup le Dimir Mastermind, voilà, l'érudite Dimir, et Sig, le surineur de rivière. Alors 3 excellentes cartes pour ce deck, j'ose avoue que là, on est quand même à un niveau qui est assez exceptionnel, puisque bon, Una, reine des fées, alors du coup, je vous avoue que oui, alors elle ne meule pas exactement, parce qu'elle exile les cartes dessus de la bibliothèque du joueur ciblé, mais l'avantage en fait c'est que derrière, elle fait elle-même, pour du coup la couleur choisie, des gredins en fait, des fées et gredins. Et en plus qui ont le vol, donc du coup une capacité d'évasion très intéressante. Donc c'est très intéressant parce qu'en fait elle est pas là pour meuler plus, enfin si elle est là pour meuler plus évidemment, même si ça ne va pas au cimetière, mais elle permet au moins en fait de faire énormément de gredins si vous ciblez le bon deck, parce qu'un deck monocolore contre une Una, il fait la gueule, hein, ça je vous tiens à vous le dire, et vous faites énormément de faits. Donc très efficace, et qui apporte un bon support en fait à Anowon et aux gredins en général. Lazav, l'érudite Dimir, alors lui, bon, voilà, comme on est sur un deck meule, lui il est content, voilà. Lazav, c'est toujours ça, c'est qu'à partir du moment où il y a un minimum de meule, voilà, vous pouvez le mettre dans le deck, c'est bon, voilà, en bleu-noir, paf, c'est réglé. Vous allez avoir un truc qui va être assez énorme, puisque avoir un commandant, enfin pas un commandant ici, mais avoir une créature qui permet de se transformer en n'importe quelle créature qui va dans un cimetière d'où qu'elle vienne, sachant qu'on a quand même aussi pas mal de gestion dans le deck, et c'est assez intéressant, et ça fonctionne bien en fait, parce que des fois, les grosses bêtes adverses, en fait, c'est vous. Voilà, Lazav devient la grosse bête, et en plus, il garde la défense talismanique. Donc très bien. Sig, alors Sig, c'est un commandant qui est un petit peu moins connu des nouveaux joueurs, bien sûr. Sig, ce fameux surineur de rivière, eh bien, lui, il aime quand les adversaires ont perdu au moins 3 points de vie à chaque tour pour pouvoir piocher des cartes. C'est de la value en plus, en fait. L'avantage, c'est que Sig coûte peu cher, vraiment très peu cher. Il ne coûte que 2 mana, c'est très léger. Et en plus derrière, étant donné qu'on est avec des gredins qui vont être boostés, puisqu'ils seront tous plus 1 grâce à Anowon, Sig, lui, il est content. Parce que du coup, ça veut dire qu'il y a plus de chances que, en effet, un adversaire aura perdu 3 points de vie ce tour-ci. Et du coup, vous permettre de piocher à nouveau, en plus de la capacité d'Anowon, qui aura pu vous faire piocher avant. Comme je vous l'ai dit, ce deck-là, ce deck gredin, vu que les coûts de mana sont assez faibles au niveau des gredins, eh bien, on a besoin de pioche. Et ça tombe bien, parce que Sig nous en donne. On a également 2 commandants monocolores qui sont tout à fait à leur place ici. On a Conrad et Gonti, voilà, les 2 très beaux seigneurs, voilà. Donc Conrad, pourquoi? Parce que comme on meule les adversaires, évidemment que Conrad est très bien ici. En plus, lui-même permet de meuler de base, donc il va faire perdre des points de vie, c'est très efficace. Gonti, on est sur une carte qui va nous permettre tout simplement de faire de la value sur les decks adverses, bien sûr. Et c'est efficace, d'autant plus que lui-même est un gredin. Alors gredin avec contact mortel, alors là c'est la fiesta. Donc oui, je vous avoue qu'il est tout à fait à sa place ici aussi. Parlons un petit peu maintenant du reste du deck. Alors, en parlant de gredins, on va parler surtout de gredins imbloquables, parce que bien sûr, Anowon veut que nos gredins passent. Alors, en plus des gredins imbloquables, bien sûr, il y a des gredins qui sont avec de l'évasion, on a beaucoup de fées gredins, mais j'en parlerai pas forcément dans le détail. Mais ici, on peut parler au moins des 3 premiers gredins imbloquables à 1 de mana.
On a le pisteur des côtes Triton, on a la lame rampante et on a également le proscrit changelin. Donc ces 3 créatures qui sont tout simplement imbloquables. Le changelin étant également un gredin, et du coup il est content, voilà, il faut le dire. Alors lui il ne peut pas bloquer, mais honnêtement on s'en fout. Ces 3 créatures là, elles sont là pour attaquer. Elles sont là pour infliger des blessures en tant que gredin. D'autant plus qu'avec One, ce seront des 2-2 au minimum. Voilà, 2-3 pour la lame rampante bien sûr. Mais du coup ça fait que à chaque fois on va pouvoir meuler, on va pouvoir éventuellement piocher. Et du coup fonctionner plutôt bien avec ce deck. L'évasion étant bien sûr la préoccupation centrale des gredins, en plus de la meule. On peut parler un petit peu derrière des cartes tribal gredins qui font du bien dans le deck en fait. On a la garde noire d'Una, on a également le bandit de Pue la Soif et le voleur de pensée aérien. Alors la garde noire d'Una, bien sûr, ici elle nous permet déjà de booster de manière conséquente tous les prochains gredins qui vont arriver, avec les petits marqueurs. Mais surtout, j'adore cette capacité qui fait que, en plus de faire meuler, on va pouvoir permettre de défausser les cartes aux adversaires, puisque voilà, nos créatures avec les marqueurs +1/+1 vont faire défausser les joueurs auxquels ils ont infligé des blessures. C'est très efficace en fait, puisque le fait est que nos adversaires, même s'ils se meulent, ils peuvent continuer à avoir tout simplement des cartes intéressantes dans leur draw, dans leurs mains, et le fait de leur enlever leurs mains de manière conséquente, surtout à un moment assez tôt dans la partie, il faut l'avouer, puisque la garde noire arrive quand même au tour 2, donc au tour 3 on peut déjà commencer à faire des trucs un petit peu stupides. C'est vrai que oui, il y a moyen d'être assez efficace avec cette carte là, et la défausse c'est intéressant en plus de la meule. Le bandit, lui, il a aussi un coup d'incursion pour 2, donc voilà, à la place de 4, c'est quand même intéressant, mais surtout, c'est quand même assez violent avec un O1, puisque le +2/+1 aux différents gredins qui attaquent et qui ne sont pas bloqués, c'est juste stupide, parce qu'avec un O1, du coup, ça veut dire qu'on a un +3/+2 sur tous nos gredins non bloqués. Oui, alors, sachant que déjà, la plupart sont des 1-1 ou des 2-2, voilà, ils sont moins de force, dire d'un seul coup que maintenant, il faut faire 4 blessures, c'est très efficace, et en plus derrière, ça trigger One encore plus vite, encore plus fort, donc oui, c'est très 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 efficace. Le voleur de pensée aérien, alors lui, synergise avec la meule, synergise avec les gredins, en plus derrière, voilà, enfin c'est complètement stupide, parce qu'en fait, ce voleur de pensée aérien, déjà dans Renaissance Zendikar, j'avais dit qu'il était très bien, il est très bien pour cette logique gredin, puisque il va permettre de booster vos créatures tant que la meule est active, enfin tant que vous avez au moins 8 cartes dans un cimetière adverse. Donc du coup, il y a déjà un boost conséquent qui se cumule bien avec un O1, bien sûr. Et surtout, en fait, qui fait que les gredins, automatiquement au moment de l'attaque, vont meuler. Il y a une certaine logique, et en fait, il y a un certain snowball, où plus vos gredins vont attaquer, plus ils vont devenir forts grâce au voleur de pensée aérien. Enfin, du moins, le temps d'arriver aux 8 cartes. On continue la logique tribale avec le banneret de lance-grenouille. Alors voilà, qui est un gobelin et gredin, mais surtout, en fait, qui est là pour réduire le coût de nos gredins. Voilà, c'est quand même assez intéressant, mine de rien. Sachant qu'on a en plus, du coup, comme je vous l'avais dit, le bandit juste avant qui était également un gobelin. Voilà, donc il peut coûter encore moins cher, on n'est pas contre. Donc voilà, c'est une très bonne carte de réduction de coût, mais c'est pas la seule, je vous en parlerai d'autres à côté. On a également l'obélisque d'Urde et la cohue notoire. Alors l'obélisque d'Urde, voilà donc une carte qui a la convocation, un artefact qui donne +2/+2 aux créatures du type choisi. C'est très rare, il faut l'avouer. Mais on a besoin de la convocation. La convocation elle est tout à fait faisable en fait avec les gredins, puisqu'ils sont quand même assez petits de manière générale, ils coûtent assez peu en mana, vous l'avez vu pour ceux qu'on a déjà détaillés. Donc il y a une certaine logique et il y a quelque chose qui peut fonctionner vraiment très bien. Alors du coup oui, ça va peut-être vous enlever une phase d'attaque, certes. Mais derrière, si l'obélisque d'Urde peut arriver rapidement sur le champ de bataille, ne serait-ce qu'au tour 3 ou tour 4, eh bien le boost est suffisamment conséquent pour renverser la game. La cohue notoire, ça enfin voilà, on est sur en fait un rituel tribal qui est très intéressant, qui a aussi l'incursion, mais qui est une incursion qui coûte plus cher que son coût normal. Alors vous allez me dire, ok d'accord, c'est un peu bizarre quand même. Eh bien oui, mais en fait il y a une raison à ça. Puisque le sort permet de faire à la base des gredins. Voilà, X gredins en fonction du nombre de blessures que les adversaires ont subi ce tour-ci. Voilà. Donc oui, c'est intéressant, voilà, ça peut être sympa. Mais surtout en fait, si jamais le coût d'incursion a été payé, vous prenez un tour supplémentaire après celui-ci. Ce qui est ma foi extrêmement puissant, il faut le dire. Extrêmement puissant, et voilà, c'est quand même assez intéressant, sachant que c'est un tribal, donc un sort tribal, donc du coup qui
subit également les réductions de coûts, notamment, bah voilà, je vous disais du banneret, parce qu'il réduit les sorts, non pas de créatures, gobelins et gredins, mais les sorts de gobelins et de gredins. Donc du coup ici, ça réduirait le coût également. Bref, bon, c'est une petite synergie à savoir. Mais c'est quand même assez fort, parce que du coup, vous faites des gredins supplémentaires, équivalent à ce que vous avez déjà pataté ce tour-ci, ce qui peut être assez conséquent vu les boosts dont on a parlé auparavant, et vu la capacité de Hano One de base, donc du coup ça peut être extrêmement fort. Et derrière, bah, vous prenez un tour supplémentaire dans lequel vous allez pouvoir utiliser ces gredins en plus, et encore plus foutre le bordel, c'est énorme. Sachant que ce sont des 1-1, en fait, bah, avec Hano One, ce sont des 2-2, donc du coup vous aurez gagné une puissance de frappe assez énorme, et en plus avec de l'évasion. Alors on a également dans ce deck de la réanimation de tous les cimetières. Oui, pourquoi ? Parce que c'est logique en fait. Je veux dire, c'est normal qu'à un moment ou à un autre, on ait de la réanimation de tous les cimetières, puisqu'on va meuler les adversaires. Pour ça, on a 3 cartes qui sont très utiles. On a la réviviscence, on a également le retour annoncé, et ensuite Extract from Darkness, donc du coup qui est uniquement en anglais bien sûr, encore une fois. Eh bien, ces 3 cartes-là nous permettent de récupérer des créatures de n'importe quel cimetière, ce qui est quand même très efficace. Bon, on a le classique avec Reviviscence, hein, voilà, qui est vraiment très classique pour le coup. On a le retour annoncé qui est lui en éphémère, alors oui ça coûte 2 mana de plus, mais justement son éphémère, et ça donne l'indestructible à la créature qui a été réanimée. C'est très fort, c'est très très fort en fait. Ça permet de renverser une situation, bah, sachant que vous êtes avec des petits gredins, voilà. Les adversaires ils peuvent se dire ouais non mais attends c'est bon, j'ai une grosse bête, je vais défoncer sa gueule et tout. Et bah non, ah, retour annoncé, et puis t'es là, ah ok d'accord, bah mince, oups, grosse boulette. Et bien sûr l'Extract from Darkness, bah, c'est une très bonne carte à la fois de meule et de réanimation. Mais on n'a pas fini, on a encore 3 cartes de, on va dire de value, qui sont très bien dans ce deck. On a le primordial sépulcral, voilà, on a la mélodie lointaine, et on a bien sûr l'âme noire reforgée qui est ici. Alors, le primordial sépulcral, je vous en avais parlé quand j'ai fait le flashback sur Retour sur Zendikar, eh bien, fait partie de ces excellentes créatures. Alors ici, on est encore une fois sur une créature qui ranime des créatures des adversaires, mais de base, en fait, on est aussi sur une créature qui bourre plutôt bien, parce qu'elle a de l'intimidation. Donc voilà, ça veut dire que, ok, si vous n'avez pas une créature noire, si vous n'avez pas une créature artefact, vous ne pouvez pas la bloquer. Ce qui fonctionne bien avec Hano One, encore une fois, puisque je vous rappelle que ce sont toutes les blessures qui ont été infligées aux joueurs ciblés, à partir du moment où il y a au moins un gredin parmi elles qui était présent. Donc oui, c'est fort, c'est efficace, et ça fonctionne bien, en fait, avec cette logique d'Hano One, et en plus la logique réanimateur. Donc on est sur une carte qui est doublement intéressante dans ce deck-ci. La mélodie lointaine, étant donné qu'on joue des gredins et qu'on est en tribal, bah, c'est logique que voilà, ce genre de carte, j'espère que vous l'aviez auparavant déjà pour vos decks tribaux, mais si vous ne l'aviez pas, et bien voilà, elle est sur un plateau d'argent, parce que c'est extrêmement efficace, ça fonctionne très bien, même s'il y a d'autres cartes qui font des choses un peu plus sur le long terme, en fait, qui accumulent de la value au fur et à mesure plutôt que en une seule fois, mais ça peut être très efficace pour se renflouer une main très rapidement. Alors, l'âme noire reforgée, alors vous me dites, mais attends, what ? Mais pourquoi ne pas l'avoir mis dans le deck Obun ? Eh ben oui, vous avez raison, elle pourrait très bien être dans les 2 decks en même temps. Alors pourquoi dans ce deck-ci ? Ben parce que justement, étant donné qu'on a quand même des terrains qui vont être présents, le fait de donner un boost conséquent, mais vraiment énorme, hein, je veux dire, si vous arrivez à équiper Black Blade sur n'importe quelle créature, généralement vous aurez les 7 mana, donc 7 terrains, et bien ça donnera un boost conséquent à vos gredins qui vont permettre de mener encore plus, ce qui est très intéressant bien sûr. Alors après, c'est évident que, bon voilà, moi je l'ai peut-être mis dans l'autre deck plutôt que dans celui-ci, mais ça fonctionne dans les deux. Donc voilà, même ne serait-ce que pour avoir Hano One qui peut éventuellement bourrer derrière en étant, je sais pas, une 7-9, pourquoi pas, et ben c'est assez efficace. Je vais vous parler de quelques améliorations que j'ai à vous proposer. Alors, je vous avoue que j'ai juste 2 choses à vous dire. Allez chercher déjà les gredins pour vous qui vous semblent intéressants, faites une petite recherche comme ça. Je pense qu'il faut s'orienter vers des gredins qui tirent pas mal de value de manière générale, qui ont de l'évasion. Je vous conseille évidemment le bloc Lorwyn de manière générale, puisqu'il y avait énormément de gredins qui étaient en plus des fées. Et il y a également quelques gredins qui sont sortis encore assez récemment, hein, bien sûr, des éditions M21 par exemple, une très bonne gredine qui fait meuler chaque fois qu'il y a un gredin qui arrive sur le champ de bataille, c'est pas mal du tout. Donc c'est intéressant, mais ici je vais vous parler de cartes qui me semblent plus essentielles dans la logique de... Eh bien, on doit réussir à faire en sorte que le deck soit bien soutenu. Et pour ça, je vais surtout vous parler en fait de boost tribaux. Il faut avouer, voilà, parce que c'est assez efficace. On a les 3 premiers qui sont les artefacts, le corps du héros, l'icône de l'ascendance et la porte des destinées. Alors le corps du héros, alors oui, la réduction de coût c'est peut-être pas forcément utile puisque nos gredins généralement ne coûtent pas très cher. Mais quand même, c'est toujours assez intéressant. Mais ce que j'aime bien en fait, c'est le fait que on puisse du coup
avoir de la pioche supplémentaire avec le partage de type de créature, voilà, le type gredin, bam, bah du coup on a un gredin en plus en main, ce qui peut être très efficace en temps de besoin. L'icône de l'ascendance c'est un petit peu le même genre, c'est qu'on a le boost qui est très intéressant ici, et on a surtout le fait de pouvoir filtrer le dessus de la bibliothèque pour pouvoir récupérer des gredins supplémentaires. Alors bien sûr il y a également, dans le même genre on a également, le drapeau de la victoire, je sais plus comment il s'appelle, enfin voilà, ce fameux drapeau qui fait piocher chaque fois que vous lancez un sort du type choisi et qui donne un plus 1, mais celui-ci coûte plus cher, donc du coup c'est un peu moins intéressant. Et bien sûr la porte des destinées, pourquoi ? Bah parce que si vous arrivez à la poser assez tôt dans la partie, voilà, que vous arrivez à la poser au tour 4, même au tour 3 si jamais vous avez réussi à ramper avec les quelques cailloux du deck, eh bien vous pouvez enchaîner assez vite les sorts de gredin derrière pour booster énormément, mais vraiment énormément tous vos gredins, et du coup avoir un effet d'Anowan encore plus puissant. Et ça c'est bien, c'est vraiment très bien. D'autres cartes qui fonctionnent plutôt bien dans ce deck là, on a évidemment Âpre Fleur, parce que oui, on ne peut pas toujours avoir des cartes des créatures gredins en main, mais par contre avoir un enchantement sur le champ de bataille qui vous permet d'en faire un à chaque tour, c'est plutôt pas mal, hein. On va quand même se l'avouer, les gredins qui peuvent attaquer en vol en plus, donc on l'aime bien, donc oui, on est sur une carte qui est tout à fait à sa place dans ce deck, bien sûr. La mission de reconnaissance, elle est là pour nous faire piocher, bien sûr, voilà, parce que on va piocher certes avec la capacité d'Anowan si on arrive à bourrer suffisamment et à meuler des créatures, mais il y aura peut-être des decks sans créatures en face qui donc du coup vont nous poser un petit problème. Mais mission de reconnaissance, bon déjà, sachant qu'il y a le recyclage bien sûr dedans, vous pouvez utiliser d'ailleurs les autres cartes qui ont des effets similaires bien sûr, mais une mission de reconnaissance va nous permettre, si jamais Anowan n'est pas là, éventuellement, et si jamais on a très peu de force de frappe, mais ça va nous permettre de piocher pas mal de cartes en fait. Juste voilà, en infligeant une blessure par-ci, une blessure par-là, boum, on pioche des cartes, on se redonne du gaz pour éventuellement repartir après une vrasse, ou se permettre tout simplement d'arriver à jouer correctement notre deck, d'avoir suffisamment de gaz pour avoir les réponses suffisantes. Et ensuite, je vous ai mis le dernier sur lequel je suis tombé, je l'avais complètement oublié, qu'il était gredin en fait, parce qu'il est extrêmement bon dans cette situation. C'est le Keeper of Keys de Conspiracy 2, alors qui coûte 5, certes, c'est un gredin humain et mutant, voilà, c'est un garde des clés, on a mis un mutant en garde, et quand il arrive sur le champ de bataille, vous devenez le monarque, voilà. Le monarque, toujours de la pioche supplémentaire, c'est sympathique, mais surtout, au début de votre entretien, si vous êtes le monarque, les créatures que vous contrôlez ne peuvent pas être bloquées ce tour-ci. Alors, sachant qu'on a Anowan à côté qui demande à ce qu'on bourre un minimum, ça paraît plutôt pas mal d'avoir un truc qui dit « mes créatures sont imbloquables ». Voilà. Alors ça demande certes d'avoir le monarque, c'est évident que bon, c'est pas facile de le garder, mais vu qu'on a moyen de faire pas mal de jetons en fait, et d'avoir des petites bêtes qui défendent, voilà, eh bien je vous avoue que le Keeper of Keys, ça a l'air d'être quand même un sacré moteur de kill, en fait, et de value assez énorme. Le Keeper of Keys a l'air vraiment très bien dans ce deck. Alors si je dois faire le petit résumé du coup de ce deck à la base du deck, deck de base hein, bien sûr, attaque furtive, eh bien je le trouve très bien en fait. C'est un deck qui comporte énormément de synergie de base, qui nécessite finalement assez peu d'amélioration pour être vraiment bien, qui en plus, alors le deck Obun c'était tout à fait la même chose, hein, mais on a pas mal de gestions en fait qui sont disponibles dedans, qui fonctionnent bien avec la meule, qui fonctionnent bien de manière générale, on a des cartes sympathiques dedans en plus dont je vous ai pas parlé, mais on a un deck très consistant et très synergique. Alors à voir du coup s'il peut rivaliser avec des decks, on va dire plus avancés, un peu mieux construits, mais je pense qu'ici on a déjà de très bonnes bases, de très bonnes rééditions aussi, je suis assez étonné. Et voilà, c'est un bon deck de démarrage, qui va nécessiter certes un petit peu d'anciennes cartes, hein, voilà les cartes de Lorwyn, je vous ai dit, il faut aller jeter un coup d'œil parce que ça a l'air quand même assez intéressant de se tourner vers cette édition là. Donc bon, pour les joueurs plus récents ça sera peut-être un petit peu plus compliqué, mais les gredins ne sont généralement pas très chers puisque ce ne sont pas des cartes d'un tribal très joué. Pour faire le topo de ces deux decks commandeurs, je suis extrêmement agréablement surpris, puisque on est sur deux decks qui sont très consistants, qui ont déjà de bonnes bases, certes qu'ils ne proposent pas beaucoup de nouvelles cartes. Mais on n'a pas besoin en fait, parce que du coup on a eu le cumul, en fait dans ces deux decks, on a le cumul de les nouvelles cartes proposées par le deck en lui-même, les nouvelles cartes proposées par Renaissance Zendikar, et en plus derrière, du coup, des bonnes rééditions qui ne sont pas des rééditions qui valent des 1000 et des 100, hein, évidemment, mais au moins qui valent quelque chose dans la stratégie du deck. Et ça, c'est important, et je trouve que là, Wizard nous a fait de très beaux decks. Alors, j'ai un petit doute sur le deck Obun, que je pense qu'il pouvait aller un peu plus loin sans trop se forcer, mais le deck Attaque Furtive me convainc plutôt pas mal.
Et je vous avoue que je suis impatient en fait de mettre la main dessus pour pouvoir tester ces deux decks et pouvoir voir un petit peu comment ils tournent, parce que il y a du bon, il y a vraiment du bon. Si vous êtes un joueur de Commander débutant, je pense que vous vous plairez assez bien avec ces deux decks là et avec les cartes de l'édition Renaissance Zendikar, ou même les cartes de M21, voilà, parce il y a des gredins qui sont arrivés récemment, il y a des cartes très efficaces pour le touche-terre qui ont été mises en place récemment aussi, donc du coup, voilà, on est vraiment sur quelque chose de très intéressant et qui fonctionne bien, et qui a déjà les atouts avec les quelques cartes du standard récent, et bien du coup pour s'améliorer rapidement. Donc, bravo, surtout pour ce prix-là. Donc voilà, et je pense aussi que les joueurs un peu plus anciens vont pouvoir s'amuser avec ces decks-là aussi, à les améliorer, à faire en sorte qu'ils soient sympathiques. Je pense que ce sont des decks qui vont être intéressants, sans non plus décoller, on n'est pas sur du combo non plus, hein, mais qui vont être très consistants et qui ont déjà de base dans leur decklist des cartes qui fonctionnent extrêmement bien et qui les feront tourner. Voilà. Sur ce, bah voilà, j'espère que vous me donnerez aussi votre avis sur ces deux decks là. En tout cas, moi j'ai été convaincu. Vraiment, bravo, chapeau. Encore une fois, Wizards gère bien le fait de lier le standard avec le Commander. J'ai hâte de voir comment ça va se passer pour Commander Legend, hein, du coup. Là, quand même, la pression monte, hein, il faut rester au niveau. Et j'espère que ces decks-là vous plairont aussi, ou que vous avez d'autres améliorations à partager avec les gens dans les commentaires. Voilà, donc si vous voulez partager vos propres améliorations un petit peu plus développées que celles que j'ai pu donner, allez-y, faites-vous plaisir. En tout cas, moi ça me fera plaisir de vous lire. Bref, il ne nous reste plus qu'à se dire à la prochaine, et puis salut à tous, bye bye.